Voyons maintenant une autre situation. Un homme avait beaucoup de preuves tangibles de richesse, mais il l'a perdu parce qu'il a abandonné la partie à quelques pas seulement du but qu'il cherchait à atteindre, à quelques pas de l'or. L'une des causes les plus communes de l'échec est l'habitude d'abandonner lorsque nous sommes découragés par une défaite temporaire. Nous avons tous vécu cela un jour ou l'autre. À l'époque de la ruée vers l'or, un oncle de Arthur Darby a été atteint par la fièvre de l'or et est parti vers l'ouest pour creuser et devenir riche. Il ne savait pas que les pensées des hommes recèlent plus d'or que l'on ne pourra jamais en extraire de la terre. Il gagna une concession et s'y rendit avec un pic et une pelle. Le travail était difficile, mais son goût de l'or était ferme. Après 2 semaines de labeur, ses efforts se virent récompensés. Il avait découvert le métal tant convoité. Il lui fallait maintenant du matériel pour exploiter le filon. Il referma tranquillement la mine et retourna chez lui, à Williamsburg, dans le Maryland, pour informer ses parents et amis de l'affaire. Ensemble, ils parvinrent à réunir l'argent pour acquérir le matériel nécessaire. Darby et son oncle retournèrent travailler à la mine. Le premier fourgon chargé d'or fut acheminé vers une fonderie. Le rendement prouva aux heureux propriétaires qu'ils possédaient l'une des plus riches mines du Colorado, encore quelques fourgons d'or, et toutes leurs dettes seraient remboursées. Viendraient ensuite les gros bénéfices. En avant, les foreuses et les espoirs de Darby et de son oncle. Mais, tout à coup, le filon disparut. Ils avaient atteint le pied de l'arc-en-ciel, mais le chaudron d'or n'y était plus. Les machines forèrent désespérément le sol, essayaient de retrouver le filon, en vain. Finalement, ils décidèrent d'abandonner. Ils vendirent matériel et concessions à un ferrailleur pour une bouchée de pain et reprirent le train pour rentrer chez eux. Certains ferrailleurs sont des imbéciles, mais pas celui-là. Le nouveau propriétaire consulta un ingénieur de mine qui se livra à un petit calcul et attribua l'échec des Darby à une méconnaissance des terrains et de couches géologiques. D'après lui, on retrouverait les filons à 1 mètre de l'endroit où les Darby avaient fait arrêter le forage. Et c'est exactement là qu'ils le trouvèrent. L'homme ramassa ainsi des millions de dollars parce qu'il avait eu la présence d'esprit de solliciter les conseils d'un expert avant d'abandonner. Une grande partie de l'argent utilisé pour l'achat du matériel avait été obtenue par les efforts de Arthur Darby, qui était alors très jeune. L'argent venait de ses parents et amis, car ils avaient confiance en lui. Il a remboursé chaque dollar, même s'il lui a fallu des années. C'est bien des années plus tard, quand il comprit que le désir peut se transformer en or, que Darby amortit enfin cette lourde perte. Il l'avait compris après avoir commencé à vendre de l'assurance vie. Se rappelant qu'il avait perdu une fortune colossale parce qu'il s'était arrêté à quelques pas de l'or, il appliquait dans son nouveau travail la leçon qu'il avait tirée de son expérience. Il s'est répété chaque fois que l'occasion se présentait: « J'ai capitulé à 1 mètre de l'or, je ne capitulerai jamais devant un client qui refuse de contracter une assurance. » Darby fait partie de petits groupes de moins de 50 personnes qui vendent pour plus d'1 million de dollars d'assurance par année. Il doit ses succès aux leçons apprises pour avoir abandonné sa mine d'or. Le succès vient rarement sans que l'on ait d'abord rencontré plusieurs défaites temporaires ou parfois même l'échec. Lorsque nous nous heurtons à une défaite, la chose la plus facile et la logique à faire est d'abandonner. C'est exactement ce que font la plupart des gens. Plus de 500 hommes de ce pays qui ont le mieux réussi ont confié à l'auteur qu'ils avaient connu leur plus grand succès, tout juste une étape au-delà du moment où ils envisageaient de baisser le bras devant la défaite. L'échec, comme s'ils voulaient nous jouer un bon tour, ne fait que masquer, avec une bonne dose d'ironie, la réussite qui est en fait beaucoup plus près qu'on ne le pense. Une leçon de persévérance. Peu de temps qu'après que M. Darby eut reçu son diplôme de l'université des coups durs et eut décidé que la leçon n'était pas perdue, il assista à une scène qui lui a appris que non ne signifie pas toujours non. Un après-midi,
Il aidait son oncle à moudre le blé dans un moulin à l'ancienne. Cet oncle exploitait une grande ferme sur laquelle vivaient un certain nombre de métayeurs de couleur. La porte s'ouvrit doucement et une petite fille noire, la fille de l'un des métayeurs, entra et demeura plantée sur le seuil. L'oncle leva les yeux, vit l'enfant et gronda. « Qu'est-ce que tu veux ?» L'enfant répondit doucement. « Ma maman vous demande de lui donner 50 cents. »« Pas question, » rétorqua l'oncle. « Maintenant va-t'en. »« Oui, monsieur, » dit l'enfant, mais elle ne bougea pas d'un poil. L'oncle était si occupé par son travail qu'il ne s'en aperçut pas tout de suite. Quand il la vit, il hurla. « Je te dis de t'en aller. Maintenant, va-t'en ou je me charge de te faire déguerpir. »« Oui, monsieur, » dit la petite, mais elle ne bougea toujours pas. L'oncle laissa tomber le sac de grains qu'il s'apprêtait à vider dans la trémie du moulin, saisit l'une des douves d'un tonneau éventré et avança vers l'enfant avec une expression qui ne laissait aucun doute sur l'issue de la situation. Darby retint son souffle. Il était certain d'être bientôt témoin d'un meurtre, car il savait que son oncle était colérique et qu'en plus les Noirs n'étaient pas censés défier les Blancs dans cette partie du pays. Quand l'oncle atteignit l'endroit où la petite se tenait, celle-ci fit rapidement un pas en avant, le fixa droit dans les yeux et cria de toutes ses forces « Ma maman a besoin de ses 50 cents !» L'oncle s'arrêta, le regarda pendant un moment, puis il posa lentement la planche par terre, mit sa main dans sa poche et en sortit une pièce de 50 cents. L'enfant prit l'argent et recula lentement jusqu'à la porte, sans quitter des yeux l'homme qu'elle venait juste de conquérir. Quand elle fut sortie, l'oncle s'assit sur une caisse et regarda le paysage par la fenêtre pendant plus de 10 minutes. Il réfléchit avec stupéfaction à la défaite cuisante qu'il venait de subir. Monsieur Darby réfléchissait lui aussi de son côté. C'était la première fois qu'il voyait un enfant de couleur maîtriser délibérément un homme adulte blanc. Comment était-ce possible? De quel pouvoir extraordinaire cet enfant disposait-elle donc pour arriver à transformer en agneau docile cet oncle colérique? Quel étrange pouvoir cet enfant avait-elle exercé pour prendre le dessus sur son supérieur? Darby n'avait toujours pas trouvé de réponse à ces questions quand, plusieurs années plus tard, il me raconta cette histoire dans le vieux moulin, à l'endroit même où son oncle connut la défaite de sa vie. Et pour autant, étrangement, j'avais consacré près d'un quart de siècle à étudier le pouvoir qui permettait à une enfant noire, ignorante et illettrée, de conquérir un homme intelligent. Dans le vieux moulin sentant le moisi, M. Darby me relata l'histoire de cette conquête inusitée et finit par me demander quel était ce pouvoir étrange qu'utilisait cet enfant pour amadouer complètement mon oncle. La réponse à cette question se trouve dans les principes décrits dans ce livre. Elle est complète et contient suffisamment de détails et d'instructions permettant à n'importe qui de comprendre et d'utiliser ce même pouvoir qu'exerça instinctivement cette petite fille. Demeurez alerte et vous observerez exactement quel pouvoir étrange est venu à la rescousse de l'enfant. Vous en aurez un aperçu dans le chapitre suivant. Quelque part dans ce livre, vous trouverez une idée qui pourrait activer vos pouvoirs de réceptivité et vous mettre aux commandes, pour votre propre bénéfice, de ce pouvoir irrésistible. Elle pourrait venir sous forme d'idées simples, de plans ou d'objectifs. Vous pourriez alors prendre conscience de vos erreurs passées et cela suffira à mettre en lumière une quelconque leçon par laquelle vous pourriez rattraper tout ce qu'elles vous auront fait perdre. Lorsque je lui ai expliqué à M. Darby le pouvoir employé inconsciemment par l'enfant noir, il reconnut franchement que les succès professionnels qu'ils ont enregistrés depuis 30 ans, en tant que vendeur d'assurance vie, étaient en raison en grande partie de la leçon qui lui avait été donnée dans sa jeunesse par cet enfant. Puis il précisa, chaque fois qu'un client essayait de me renvoyer, sans contracter mon assurance, je revoyais cet enfant se tenir là devant le vieux moulin avec ses grands yeux inquiets et je me disais, il faut que je réalise cette vente. Le meilleure vente, je le fais toujours avec des gens qui ont commencé par me dire non.
Il évoqua également l'erreur qu'il avait commise en abandonnant la partie à seulement 1 mètre de l'or. Mais il reconnut que cette expérience avait été une bénédiction, qu'elle lui avait appris à persévérer quoi qu'il arrive et que, malgré toutes les difficultés, c'était une leçon dont il avait eu grand besoin pour pouvoir comprendre quoi que ce soit avec succès. Des centaines d'hommes qui gagnent leur vie en vendant de l'assurance vie liront sans doute ces 2 histoires de M. Darby et de son oncle, celle de l'enfant noir et de la mine d'or. Et à tous ces hommes, je donne à penser que M. Darby doit à ces 2 expériences sa capacité de vendre plus d'1 million de dollars d'assurance vie chaque année. La vie est étrange et souvent impondérable. Tant les succès que les échecs puisent aux mêmes expériences simples. Les expériences de M. Darby étaient simples et banales. Pourtant, elles détenaient les réponses dans sa destinée dans la vie. Par conséquent, elles ont été aussi importantes que sa vie elle-même. Il a analysé ces 2 expériences dramatiques et en a tiré une leçon profitable. Mais qu'en est-il de ceux qui n'ont ni le temps ni les dispositions pour méditer sur leurs échecs afin de les transformer en connaissances pouvant mener au succès? D'ailleurs, où et comment pourrait-il apprendre l'art de transformer l'échec en un tremplin vers le succès? C'est pour répondre à ces questions que le présent livre a été écrit. Les 13 principes décrits dans ce livre répondent à toutes ces questions. Cependant, souvenez-vous que la vraie réponse aux questions que vous vous posez est en vous. Par une idée, un plan ou un objectif et qu'elle jaillira de votre esprit à la faveur de cette lecture. Une bonne idée, c'est tout ce qu'il faut pour atteindre le succès. Les principes décrits dans ce livre vous aideront à trouver les meilleures idées. Avant d'aller plus loin dans l'étude de ces principes, réfléchissez à ceci. Lorsque l'argent afflue, c'est si rapidement et en si grande quantité que l'on se demande toujours où il s'est caché durant les années de vaches maigres. Cette constatation est d'autant plus importante que la plupart des gens pensent que seuls ceux qui travaillent dur et pendant longtemps méritent la richesse. Mais dès que vous commencez à réfléchir et à devenir riche, vous vous rendrez compte que la richesse commence d'abord par un état d'esprit et la poursuite d'un but bien défini et que vous n'aurez pas forcément à travailler dur. Vous devez d'abord apprendre à acquérir cet état d'esprit qui attire la richesse. J'ai cherché pendant 25 ans la réponse à cette question. En analysant la vie de plus de 25 000 personnes, parce que moi aussi, je voulais savoir comment faisaient les gens pour devenir riches. Sans cette recherche, le présent livre n'aurait pas été écrit.